Et l'autre exemple que j'ai choisi pour vous illustrer l'ambiguïté de la relation agriculture-urbain, c'est l'idée que est-ce que l'agriculture serait un bon élément finalement pour la ville ou pas. Là, c'était la question de me dire, mais finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de publications qui montrent les bénéfices d'une agriculture en ville, mais si on met de l'agriculture en ville, alors certes, on réduit la mobilité des produits alimentaires qui sont consommés, vu qu'en gros, c'est du porte-à-porte, quoi. On produit, hop, c'est vendu aux consommateurs directement. Mais en même temps, si on met de l'agriculture dans les villes, c'est qu'on ne met pas autre chose. Donc c'est qu'on ne met pas des habitants. Or, les habitants, si les habitants en périphérie vont prendre leur voiture, donc ils vont émettre aussi du CO2. Donc la question de savoir, bon, où est-ce qu'on en est? Alors cette question, elle commence maintenant, depuis 2011, et il commence à y avoir des publications qui disent oui, mais finalement l'agriculture urbaine, arrêtez avec cette histoire, autant faire des villes compactes. Donc c'est assez intéressant de voir. Et alors qu'est-ce qu'il en est? Alors peut-être juste avant de passer à l'étude de cas, je vous montre juste, ça c'est un graphique qui a été tiré de Boge, qui illustrait l'idée du food miles, des kilomètres parcourus par les produits alimentaires. Là c'était une étude sur le yaourt à la fraise qui avait fait fureur et qui avait montré qu'un yaourt à la fraise, tous les éléments compris, emballage, etc., faisait 9000 km pour arriver dans notre assiette. Alors tout le monde était un petit peu choqué quand même, mais ça illustrait bien aussi le découplage entre l'agriculture et la ville, parce qu'avant, c'est vrai que les villes, l'agriculture se situait juste à proximité, en couronne maraîchère, alors que là, on voyait les distances qui étaient parcourues. Donc d'un côté, vous avez le food miles, et d'un côté, vous avez la densification, le concept de ville compacte. Alors là, c'est cette courbe qui a été un peu le déclencheur de tout ce qu'il y a eu sur la ville compacte, c'est qu'on a réussi à corréler la densité urbaine et l'utilisation de la voiture. Et on a vu que dans les villes denses, on utilisait moins la voiture que dans des villes étalies. Et donc on s'est dit, pour faire des villes plus durables, il faut faire des villes compactes. Alors aujourd'hui, ce modèle est un petit peu remis en question, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des villes compactes, on engendrait un comportement de compensation, où les gens prenaient plus l'avion pour partir en vacances. Donc bon. Mais ça reste quand même le truc des urbanistes. Ça reste le truc des urbanistes et ça reste le concept finalement. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à trouver mieux pour faire des villes qui soient plus durables. Alors pour essayer de voir qu'est-ce qui valait mieux, est-ce qu'il valait mieux de l'agriculture en ville ou est-ce qu'il valait mieux faire une ville compacte, je me suis basée sur le cas de Genève, qui est ma seconde étude de cas pour ma thèse, et d'une étude qui avait été menée par le canton sur les terrains enclavés de Genève. Donc l'idée c'était de repérer dans le canton des terrains agricoles qui étaient jouxtés par l'urbanisation et qui pourraient être urbanisés. L'idée c'était de dire il faut urbaniser ces terrains-là. Puis je me suis dit, bon alors est-ce qu'il faut vraiment les urbaniser ou est-ce qu'il faut les laisser en agriculture? Donc j'ai fait des calculs. Et alors là, les premiers calculs, l'idée c'était de voir en effet si les gens vont habiter en périphérie, qu'est-ce que ça va consommer? Et si par contre les gens habitent dans ces surfaces qui sont plus proches des villes, qu'est-ce qu'on économise? Donc j'ai fait deux scénarios. Un scénario où on avait une densification modérée, donc pour ceux qui connaissent, un coefficient d'utilisation du sol de 0,6, ce qui est moyen, disons. Et puis un scénario plus poussé où on arrivait à un coefficient d'utilisation du sol de 1. Donc on voit qu'on économise environ 2600 tonnes de CO2 par an et 4000 tonnes de CO2 pour le scénario en fait, où on densifie beaucoup. Donc ça, une fois que j'avais calculé ces économies, il fallait que je voie quelles seraient les économies si on cultivait. Alors la première chose que j'ai dû faire, c'est estimer, quand vous mangez une tomate à Genève, combien elle coûte en CO2. C'est-à-dire combien de CO2 elle a émis pour voyager depuis le Maroc, par exemple, ou l'Espagne, ou la Suisse, combien elle coûte et combien donc on pourrait économiser. Donc là, je l'ai fait pour 10 légumes, qui sont un peu dans les principaux qui sont consommés en Suisse, et puis c'est surtout ceux pour qui j'ai trouvé des données de provenance qui étaient de sources identiques et qui m'ont permis en fait de calculer ces éléments-là. Alors on se rend compte que forcément, que comme par hasard, non c'est pas par hasard, disons, sans surprise, on va dire que la tomate et l'aubergine sont à tête et que par contre les productions plus locales comme le poireau ou l'oignon sont beaucoup moins dépensières, on va dire, en CO2. Sur cette base, j'ai essayé d'imaginer combien serait le rendement
d'une surface agricole si on cultive. Alors j'ai fait un premier scénario où on cultive de tout et qui a un impact, disons, là j'ai fait un photomontage, donc en tout les surfaces enclavées de naine c'était 25 hectares. Là je vous ai juste fait un photomontage pour que vous voyez en fait à quoi ça pourrait ressembler. Donc là on économiserait 256 tonnes de CO2 par an. Après je me suis dit allons-y carrément. Alors là on fait que de la tomate, on économise 2230 tonnes de CO2 par an. Bon, c'est pas très beau, mais c'est performant. Et puis après, je me suis dit, bon, on va faire le schéma du milieu. Et puis là, bon, alors j'ai sélectionné les produits qui dépensaient pas mal de CO2. Et puis, on économise environ 1000 tonnes de CO2. Bon, alors très bien. Alors maintenant, réponse. Est-ce qu'il vaut mieux urbaniser ou est-ce qu'il vaut mieux faire de l'agriculture? Alors, il vaut mieux urbaniser. Clairement, on voit là le scénario de densification poussé par rapport aux autres, c'est clair qu'il domine. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que ces deux-là, ils sont quand même assez proches, entre la densification modérée et la tomate intensive. Bon, alors il faut voir que le scénario tomate intensive, déjà, il a un impact paysager qui est quand même pas négligeable. Mais surtout, en fait, avoir des serres de tomates, ça demanderait de les chauffer. Donc en fait, finalement, on économiserait moins de CO2 que ce qui est prévu. Mais c'est assez intéressant quand même de se voir que jusqu'à présent, on néglige complètement, nous, en tant qu'urbanistes, la production alimentaire, ce n'est pas notre problème. Et là, finalement, ça devient intéressant parce que la mobilité qui est générée, elle n'est quand même pas complètement nulle. Donc, ce n'est pas si clair, quoi. Même si, en fait, il vaudrait mieux quand même urbaniser. Mais jusqu'à maintenant, je me suis toujours partie du principe que les surfaces agricoles et les surfaces urbaines, elles étaient concurrentielles, c'est-à-dire qu'elles visaient les mêmes surfaces, qui est dans la majorité des cas la vérité. Mais on pourrait aussi imaginer que l'urbain peut être aussi fertile à l'agriculture. C'est-à-dire que l'urbain, finalement, c'est des surfaces qui ne sont pas utilisées. Là, on repart au Japon, on est en plein centre-ville de Tokyo, Shibuya, pour ceux qui connaissent, le centre du shopping. Et là, hop, miracle, de l'agriculture urbaine. Et pourquoi elle est là, cette agriculture urbaine? Parce que de toute façon, elle était dans un lieu entre plein d'infrastructures de transport, de trains, qui n'auraient pas pu être urbanisées. Donc il y a plein d'espaces comme ça en ville qui ne subissent pas la pression foncière. Ou sous les pylônes, c'est aussi le lieu de l'agriculture urbaine à Tokyo. Et l'autre chose, c'est qu'en soi, le bâtiment, c'est des surfaces, donc on pourrait cultiver sur les toitures, par exemple. Ça, c'est le cas à côté des Champs-Élysées de Tokyo. C'est un manager qui a loué le toit et qui reloue en fait les petits lopins de terre. Je vous laisse deviner le prix d'un petit lopin de terre. 1 mètre sur 2 mètres, Tokyo. Je pense que vous n'imaginez pas. Mais 300 € par mois. Moi, je trouvais ça énorme. Et il arrive à les louer, quoi. Donc, bon. Et surtout qu'en plus, il plante des fleurs, quoi. Il ne plante pas forcément des productions alimentaires. Mais bon, pourquoi pas, hein. Puis l'autre exemple, c'est aussi, on pourrait imaginer en mettre sur les façades, mais aussi à l'intérieur des bâtiments. Et ça, c'est un exemple qui n'est pas reproduit à l'infini, mais qui existe à Tokyo. C'est un bâtiment où toutes les plantes vertes, en gros, sont des plantes mangeables. Et puis, c'est assez intéressant. Ils ont fait une rizière dans le lobby, etc. Là, vous voyez leur petit bureau avec les plantes. Le problème de l'agriculture à l'intérieur, c'est que ça consomme énormément d'énergie parce qu'il faut de la lumière. Puis qu'il n'y en a pas forcément, donc on éclaire artificiellement. Mais bon, c'est assez séduisant quand même. Alors, comme on le voit, les liens sont ambigus. Si on prend le dernier exemple, finalement, on se disait, est-ce que l'agriculture est fertile à la ville? Oui, ça peut améliorer la qualité de vie, mais en même temps, il vaudrait mieux quand même urbaniser. Mais en même temps, l'urbanisation, ça peut être un support à l'agriculture. On voit que ce n'est pas si facile, en fait, ces liens. Mais c'est quand même très stimulant et très excitant, en tout cas pour les urbanistes, mais aussi, je pense, pour les agriculteurs. D'une part, il me semble que c'est stimulant pour l'agriculture parce que ça pose des questions. Ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est déjà un agriculteur. Est-ce que c'est une chanteuse de pop japonaise qui s'est reconvertie dans l'agriculture? Est-ce que c'est un agriculteur? Elle n'a pas de parents agriculteurs, elle n'a pas de formation d'agriculteur, elle n'a pas le look d'un agriculteur. Est-ce que c'est un agriculteur? Est-ce qu'on doit revoir finalement le profil des agriculteurs aujourd'hui? Est-ce que l'agriculture, c'est quelque chose qu'on transmet de père en fils, de mère en fille? Ou est-ce que quelqu'un qui est urbain, qui a toujours vécu en ville, peut se lancer dans l'agriculture? Ça, c'est une des questions. Est-ce qu'on doit revoir aussi le type de production? Est-ce que
l'agriculture de loisirs, c'est de l'agriculture ou est-ce que c'est du jardinage? Enfin, ça pose plein de questions. L'autre question que ça pose, c'est la question des soutiens, on va dire, du gouvernement à l'agriculture. Est-ce que les politiques agricoles, est-ce qu'elles doivent soutenir l'agriculture en ville? Parce que finalement, c'est pas ça qu'on souhaite dans la politique agricole, en tout cas suisse. La politique agricole suisse, c'est plutôt de faire des grosses exploitations bien rentables, ce qui n'est pas du tout le cas d'une agriculture en ville. Enfin, elle peut être rentable, mais en tout cas, ce n'est pas l'image, et d'ailleurs souvent elles le sont assez bien, mais ce n'est pas du tout l'image qu'on défend de l'agriculture. Alors, qu'est-ce qui se passe à Tokyo? Ce n'est pas la politique agricole qui soutient cette agriculture, c'est les politiques urbaines qui se mettent à soutenir l'agriculture. Puis là, on a quand même ils éditent par exemple des cartes avec toutes les exploitations agricoles, ce qu'elles vendent, etc. Mais là, on a un renversement aussi. Et l'autre chose, c'est aussi de se dire, bon, alors très bien, si on met de l'agriculture en ville, c'est aussi bien parce qu'on pourra imaginer que les citadins viennent se promener dans ces espaces de verdure, etc. Mais pour les agriculteurs, ça pose problème parce que eux, c'est leur outil de production. On ne peut pas aller se balader comme ça dans les champs. Selon la saison, ça peut détériorer les cultures. Donc là, il faudra imaginer des cheminements, comment on rend compatible le parc et l'agriculture. Ça, c'est un concours qu'on avait fait avec des étudiants de l'architecte du Learning Center. C'est pour ça que je pense qu'il y avait des trous aussi. Bon, on a perdu, mais on a essayé vraiment de combiner les parcelles agricoles et un cheminement, en fait, qui serait de l'ordre du parc séparé, tout en essayant de mixer l'agriculture et les loisirs. C'est aussi stimulant pour l'urbain, l'agriculture, d'une part pour le zoning. Alors le zoning, ça n'a pas l'air super excitant comme ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on a toujours voulu séparer l'agriculture de la ville. Et là, on arrive à Tokyo dans un cas où finalement, ils ont fait une affectation qui est Productive Greenland, c'est-à-dire espace productif en ville. Donc là aussi, on revoit toute la distinction qu'on avait pu faire entre l'agriculture et la ville, et on reconnaît une affectation agricole en ville. Et ça, c'est assez nouveau, et je sais qu'à Genève, ils se posent la question, justement, quel statut donner à leur agriculture en ville? Est-ce que c'est une zone agricole, enfin, c'est une zone urbaine, ou est-ce que c'est une zone agricole? Et il y a pas mal de débats autour de ça. Et l'autre chose pour les urbanistes qui est intéressante, c'est comment on conçoit un quartier où on essaye de mêler agriculture et urbain. Parce qu'en tant qu'urbaniste, on ne connaît rien à l'agriculture. Donc comment on fait pour savoir les réalités agricoles? Comment on sait l'agriculteur, les surfaces qu'il peut cultiver, le type de distance qu'il faut, etc. Finalement, on ne connaît rien, on commence à apprendre du côté des urbanistes, mais ce n'est pas encore forcément le cas. Et puis aussi la question, j'avais travaillé sur le projet d'agroquartier au Sherpin, d'une association en fait, qui voulait proposer un projet d'agroquartier où on avait justement le lien entre agriculture et urbanisme. Puis on avait fait des petits blocs pour se rendre compte. Et puis on ne savait pas, est-ce qu'il faut disperser puis laisser plein de surfaces agricoles, ou est-ce qu'il faut tout regrouper dans un coin et puis laisser de l'agriculture? Il faut y travailler, on ne sait pas encore quelle est la solution la meilleure. Et pour finir, ça c'est un concours d'urbanisme sur le Crêt du Loc, la Chaux-de-Fonds, que j'avais réalisé avec une équipe interdisciplinaire. Et l'idée là, c'était de voir quel lien on pourrait faire entre l'agriculture et un développement industriel. Et puis ça aussi, c'est toutes des choses auxquelles on devrait penser. Qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser de l'agriculture dans les entreprises? Qu'est-ce que nous, on pourrait leur donner en retour? Comment on pourrait faire pour que ça marche mieux et puis qu'il y ait un cycle qui s'installe? Là, je vous ai monté plein de concours. Pour l'instant, on n'en a gagné aucun. Ce qui veut dire qu'il faut encore qu'on travaille sur les relations de l'agriculture et de la ville. Mais en tout cas, c'est très stimulant pour les urbanistes et je pense que c'est stimulant aussi du côté des agriculteurs. Voilà.